Bonjour à tous. Donc dans le cadre de ce cours, on a beaucoup regardé les aspects mapping objet relationnel, donc en travaillant plutôt sur un format de stockage relationnel. Même s'il est encore très présent dans énormément de systèmes d'information, l'idée là était plutôt de faire un petit overview, mais on va être transparent, assez superficiel sur les bases de données NoSQL, et on fera un TP plutôt pour regarder les API que fournissent ces bases de données NoSQL. Donc, le but de cette conférence, c'est vraiment que vous ayez l'habitude en début de projet de vous poser la question quel format de stockage de données sera le mieux en fonction de mes contraintes. Et donc, je voudrais surtout pas que vous gardiez l'image de il faut systématiquement mettre une base de données relationnelle. Donc, c'est vrai que on va pas mal utiliser les bases de données relationnelles dans ce cours, mais je fais une petite digression pour vous montrer dans quel autre cadre vous pourriez utiliser d'autres types de formats de stockage. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder un petit peu rapidement? Un peu d'histoire. Comment est arrivée cette tendance autour du NoSQL? Qu'est-ce que c'est que ce NoSQL? On verra que les bases de NoSQL peuvent être très très différentes les unes des autres. Revenir un peu sur le théorème du CAP. Bien comprendre ce qu'on perd, et puis après on ira voir les types de bases de données NoSQL qui existent et différents frameworks, sachant que sur une partie pratique, on ira jouer succinctement avec deux bases de données NoSQL, Redis qui est une base de données clé-valeur, et Mongo qui est une base de données orientée document, principalement pour comprendre un peu les API qu'on a quand on travaille avec ce type de base de données, ce qu'on gagne et potentiellement ce qu'on perd. Donc, si on fait un peu d'histoire, comment le NoSQL est arrivé, il faut bien comprendre que les bases de données relationnelles, c'était, et c'est toujours, un pilier important de tout système d'information, de très nombreuses applications web, etc. Et en fait, on était arrivé à un moment où on se posait plus trop la question. Dès que j'avais besoin de stocker des données, hop, je les mettais dans une base de données relationnelle. L'arrivée du web, l'arrivée des sites de e-commerce, etc., a rendu l'utilisation des bases de données relationnelles problématique, entre autres parce par les propriétés qu'elles offraient, il était difficile de les distribuer, et donc ça posait un problème pour passer à l'échelle, que ce soit en termes de volume de données, mais aussi en termes de connexion simultanée et d'utilisateurs simultanés d'un système d'information. Donc, face à ça, les développeurs ont commencé à mettre en avant des mécanismes particuliers au-dessus des bases de données pour permettre le passage à l'échelle de leur application. Donc, par exemple, des mécanismes de cache avec des stratégies du type si je viens de faire la requête il n'y a pas longtemps, en fait, je vais faire l'hypothèse que la requête sur la base va me donner les mêmes résultats et je vais plutôt aller chercher directement les données en cache avec des frameworks comme Hcache, comme Memcache, etc. Le problème principal à comprendre, c'était un problème de passage à l'échelle. Comment passer à l'échelle quand les données sont trop grandes ou quand j'ai un trop grand nombre d'utilisateurs simultanés qui a besoin de modifier les données en base. De base, les bases de données relationnelles n'ont pas du tout été conçues pour être distribuées. Et donc, ce qu'ont commencé à faire les architectes, c'est regarder des solutions quand même avec plusieurs nœuds, en essayant de comprendre comment est-ce qu'ils étaient capables de structurer leurs données pour distribuer ces données sur plusieurs nœuds, et donc inclure ce passage à l'échelle. Donc il y a eu différentes approches, des approches un peu dites master-slave, on va y revenir juste après, mais l'idée était de dire, je vais avoir une seule base de données sur laquelle j'écris, je vais après assurer des mécanismes de mise à jour des autres bases de données très rapides, et ça veut dire que si j'ai des requêtes en lecture, je veux pouvoir les faire sur les esclaves de ma base de données. Ça introduisait évidemment un biais qui est que potentiellement la lecture pouvait ne pas être totalement à jour. Des stratégies de partitionnement. Donc, si je mets un modèle tout simple dessus, l'idée était de dire par exemple qu'on allait partitionner les données. Un exemple tout bête, toutes les données relatives à la France, je vais les mettre sur une base de données, toutes celles relatives aux US sur une autre base de données, etc. Et donc je distribuais mes données de cette façon-là, mais évidemment ça imposait niveau applicatif de prendre en compte ce partitionnement. Donc voilà, un résumé rapide de ces problématiques. Donc, des stratégies master-slave, tous les écrivains écrivent au master, toutes les lectures sont faites sur les bases de données esclaves, et donc ça me permettait de distribuer les données. La problématique que ça introduit, c'est évidemment que les lectures critiques peuvent être incorrectes. On peut à un moment, un exemple tout bête, imaginons que j'ai
je gère des données avec des valeurs de stock, bah, je peux très bien avoir l'impression que mon produit est en stock parce que la lecture est faite sur une base de données qui me dit oui, encore un produit, alors qu'en même moment sur le master, ce produit-là a été supprimé. L'autre problématique, c'est qu'en fait, si on était sur une application qui a besoin d'écrire énormément sur la base de données, avec beaucoup d'utilisateurs qui ont besoin d'écrire sur la base de données, bah, en fait, avec le master slave, on n'avait pas résolu grand-chose parce qu'on avait toujours un point de blocage, un point d'étranglement sur le master. Le partitionnement, bah, l'avantage, c'est qu'il passe un peu mieux à l'échelle. L'inconvénient, c'est qu'il est évidemment pas transparent pour l'application. L'application doit avoir confiance de cette partition. Et puis, de temps en temps, ça va gêner pour faire des jointures entre partitions. Ça va complexifier les requêtes à faire. Si je reviens sur mon idée toute simple, qui était de dire, je vais mettre les données liées à mes clients France sur une base de données, mes données à mes clients US sur une autre base de données, ça veut dire que si je fais une requête sur tous les clients tels qu'eux, eh ben, je suis obligé de splitter ma requête en 2 requêtes, refusionner les données derrière, etc. Comme je peux pas mettre de clés étrangères de temps en temps sur certaines parties parce que bah, les tables sur lesquelles je voudrais mettre une clé, vers lesquelles je voudrais mettre une clé étrangère sont en fait dans 2 bases de données distinctes, et ben je vais moins pouvoir utiliser l'intégrité référentielle des bases de données relationnelles, et donc il y a un risque de perte d'intégrité au global entre mes deux. Évidemment, il y a d'autres solutions qui ont été proposées, des multi-master réplications, des bases de données dans lesquelles on cherchait uniquement à faire des inserts, on interdisait les updates, etc., qui permettaient là aussi d'avoir des stratégies particulières, des solutions où on empêche les jointures pour avoir des requêtes qui vont plus vite, évidemment des bases de données en mémoire. Donc là aussi, juste pour information, c'est des technologies, les bases de données en mémoire qui tournent très bien dans beaucoup de business, par exemple. Objectivement, votre base de données, elle va tenir si elle fait une centaine de gigas, c'est déjà beau. Dans ce cas-là, bah, mettre un serveur avec énormément de données, assurer un cache asynchrone vers du disque derrière, mais tout monter en mémoire, bah, est aussi un moyen de gagner quelques facteurs de vitesse sur le traitement des requêtes, etc. Bêtement parce que l'accès à la mémoire va aller plus vite qu'un accès disque. Donc, à partir de là, la mise en place de ces stratégies, etc., a amené de plus en plus d'architectes de projets à se reposer la question comment je sauve mes données, comment je les structure, etc. Et donc, il y a eu toute une tendance qui a eu lieu qui a dit, bah, en fait, de temps en temps, utiliser une base de données relationnelle n'est pas le choix le plus adapté à mes besoins. Et donc, toute cette tendance a amené cette communauté du NoSQL, qui veut dire pas simplement SQL. Donc, l'idée, ça a regroupé tous les gens qui travaillaient sur des nouveaux systèmes de stockage qui étaient non relationnels. Par exemple aussi, tous des formats de stockage dans lesquels on ne souhaite pas avoir une structure de données qui est complètement fixe, pas un schéma qui est prédéterminé. La problématique que ça posait, c'est que très souvent, même la plupart de ces bases de NoSQL relâchent au moins une des propriétés acides, atomicité, cohérence, isolation, durabilité, parce que pour garantir ces 4 propriétés-là en même temps, très souvent, on revenait vers des modèles complètement centralisés. Donc, pourquoi est-ce qu'on va utiliser dans des projets une base de données NoSQL? Avant tout, c'est un système de stockage de données comme un autre. Et donc l'idée est de dire exactement, comme il y a plusieurs langages de programmation, et vous ne m'entendrez jamais dire que Java est mieux que Python, est mieux que PHP, etc. Selon le contexte, selon l'application, selon les besoins, il peut y avoir un langage qui est plus approprié qu'un autre. Eh ben, c'était un peu la même chose côté stockage. L'idée n'est pas de dire le relationnel est mieux que utiliser un MongoDB. En fait, il y a des cas où, en effet, le choix de choisir un MariaDB, un MySQL, un SQL Server sera plus judicieux qu'un MongoDB, et inversement, de temps en temps, un MongoDB sera la meilleure stratégie face aux contraintes qu'on a. Donc, on a besoin, en tant qu'architecte, de différents outils pour stocker ces données. Alors, comment est-ce que c'est arrivé très fortement ? C'est arrivé entre autres avec l'explosion des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, avec des problématiques pour gérer des très gros volumes de données. C'est arrivé conjointement avec des apparitions d'offres de cloud, entre autres des offres d'infrastructures,
où l'objectif a été de dire, ce qui va être super avec de l'infrastructure en mode cloud, c'est que je vais pouvoir réserver de l'infrastructure à la demande, la relâcher quand j'en ai pas besoin et payer à l'usage. Et donc très vite, on a eu envie d'avoir aussi la même chose avec les données, qui consiste à dire, si à un moment mon volume de données explose, ou mon nombre d'utilisateurs explose, j'aimerais bien pouvoir juste réserver des ressources en plus et que ça passe à l'échelle. Ça, c'était pas si simple à faire avec des bases de données relationnelles. Le troisième point qui a poussé aussi à cette envie de trouver autre chose que des bases de données relationnelles pour stocker les données, c'est l'utilisation de plus en plus de langages dynamiques. Des langages comme JavaScript, des langages comme Ruby, des langages comme Groovy, qui a été utilisés pour faire du développement back-end, sur lequel les développeurs avaient l'habitude de pouvoir dynamiquement rajouter des attributs si on avait besoin, sans forcément revoir quoi que ce soit côté typage. Et évidemment, quand ils stockaient les données, ils se retrouvaient avec un modèle qui était très contraint, parce que une table, elle doit avoir ses colonnes prédéfinies, etc. Donc ça, c'était une limite aussi. Et puis, une sorte d'innovation par l'open source, c'est-à-dire qu'un certain nombre de ces grands acteurs ont fait de la co-innovation, c'est-à-dire qu'on fournit leurs implémentations d'open source, la communauté s'en est emparée, et ça a fait de l'innovation partagée. Si on regarde un petit peu toujours côté historique, on peut regarder que 3 papiers majeurs ont été la semence du mouvement NoSQL. Un papier de 2006 de Google qui présentait leur format de stockage Bigtable, qui était utilisé sur leur plateforme de cloud, Dynamo d'Amazon, et puis la partie CapTheory. Donc ce papier de Google, en gros, ce qu'ils mettaient en avant, c'est qu'ils présentaient toute la structuration qu'ils avaient mis en place dans leur base de données pour être capable de passer à l'échelle. Et ce qu'ils mettaient en avant, c'était la partie, nous, la structure de base de données, c'est en gros un modèle avec une seule table. Donc évidemment, ça venait un peu stresser la communauté, parce que là où avec un modèle relationnel, on va avoir plusieurs tables, des relations, des choses comme ça. Là, Google disait, nous, on a fait une stratégie différente. En gros, notre base de données, c'est une énorme table. Et puis, on a des clés d'index un peu particuliers pour faire des recherches dans cette table-là. Mais l'avantage d'avoir une seule grosse table, c'est qu'en fait, c'est plus facile pour distribuer, pour augmenter le volume de données, etc. Donc, remise en cause un peu du modèle relationnel là-dessus. Un deuxième papier qui a remis en cause aussi un certain nombre de visions du côté très structuré des bases de données relationnelles, c'est un papier autour du protocole Dynamo d'Amazon, qui est un protocole utilisé pour faire des HT, des hashtables distribués. Et l'idée de ce qu'ils ont proposé, c'est un protocole qui permettait en gros de dynamiquement monter des nœuds dans une DHT. Donc on allait dire que notre base de données, qui était à la fin juste une table de hachage, on allait la faire tourner sur 100, 200, 300, 400 nœuds, avec la capacité à rajouter des nœuds dynamiquement, mais aussi à survivre en cas de disparition de nœuds. Et puis avec une propriété de ce protocole qui était un protocole qui allait être éventuellement cohérent, donc eventual consistency. Et l'idée de base derrière ça était de dire, en gros, on vous assure que le protocole de cette DHT hautement distribuée passe son temps à converger. Donc en gros, mathématiquement, si aucune écriture a lieu pendant un temps suffisant, on est sûr qu'à un moment, on va être dans un état stable. Mais en fait, comme il y a des écritures en permanence, comme les données, les nœuds apparaissent, disparaître, etc., l'état global du système, on ne peut pas garantir à un instant T qu'il est stable, mais on sait qu'il passe son temps à essayer de converger. Et donc ça aussi, c'était un peu une remise en cause de la vision très structurée des bases de données relationnelles, où évidemment on veut assurer une cohérence parfaite. Là, l'idée de dire, c'est que pour certains formats de stockage, la cohérence était pas si importante que ça, mais par contre, ce qu'on voulait, c'était qu'ils s'attendent sans arrêt vers une cohérence. Pour exemplifier un peu ça, si vous allez chercher les posts Facebook, si à un moment, on va interroger un nœud qui n'est pas totalement à jour, qui n'a pas les derniers posts Facebook de vos amis, en fait, ça ne va pas non plus tuer le business de Facebook. Prochain rafraîchissement. Mais par contre, au prochain rafraîchissement, évidemment, on est sûr que comme ça passe son temps à essayer d'être cohérent, vous finirez par avoir ces posts Facebook. Et donc ce modèle et ce protocole qui était mis en avant, là aussi, a questionné la communauté sur a-t-on toujours besoin de cohérence dans le stockage de données. Et puis le troisième papier,
c'est ce papier du CAP théorème. Donc, ce qui a changé, c'est l'envie de gérer des très très gros volumes de données, l'utilisation de langage dynamique, et puis des types d'applications qui se sont mis à utiliser des alternatives aux bases de données relationnelles classiques. Tout ça, c'est arrivé ensemble. En aucun cas, c'est une révolution contre les bases de données relationnelles. Les bases de données relationnelles restent un très bon outil qui est utilisé dans plein de systèmes d'information, qui reste probablement la meilleure solution pour plein d'applications pour lesquelles le volume de données n'est pas si important ou le nombre d'utilisateurs n'est pas si important. Et d'ailleurs, ce que je vais aussi vous montrer en TP, c'est qu'évidemment, le jour où on abandonne les bases de données relationnelles, ça a évidemment un impact très fort sur le design de l'application. Donc en fait, on ne va pas pouvoir switcher une application qui a été conçue pour une base de données relationnelle vers une base de données NoSQL sans que ça ait un impact sur le design de l'application, sur le code de l'application, etc. Donc ce CAP théorème qui était le troisième papier présenté, c'est un papier un peu plus théorique qui en gros dit il n'est pas possible d'avoir les trois propriétés en même temps qui sont la cohérence, la disponibilité et le partitionnement des données, la distribution. Donc en gros c'est un papier qui dit globalement il faudra faire un choix entre ces trois propriétés. Vous ne pouvez pas être parfait en cohérence, parfait en disponibilité et avoir de la répartition. Vous ne pouvez avoir qu'une de ces deux propriétés pour tout système de données partagé. Et comme vous avez souvent besoin de partitions pour passer à l'échelle, il vous reste à choisir entre la cohérence et la disponibilité. Dans la plupart des cas, vous aurez besoin de la haute disponibilité et donc vous relâcherez en partie la cohérence des données. Donc comme on veut un serveur qui reste hautement disponible, avec des données qui sont hautement disponibles, on va souvent partir du principe que on va chercher à construire des systèmes qui sont robustes face aux pertes d'un nœud. Quand vous avez un seul serveur qui stocke vos données, la chance qu'il tombe en panne, je vais dire n'importe quoi, si elle est 10 puissance moins 10, elle est donc relativement faible. Si vous avez 10 000 serveurs, on n'est plus à 10 puissance moins 10, on va passer à 10 puissance moins 6, donc le risque d'une panne, évidemment, augmente en fonction du nombre de serveurs qu'on a, sans compter les risques de panne réseau, etc., etc. Donc, il faut aussi, quand on va réfléchir à un système hautement distribué, à avoir des algorithmes qui sont tolérants aux pannes dans ce type de système distribué. Et donc, comme la tendance NoSQL avait quand même assez le sens de l'humour, pour montrer les propriétés qu'ils voulaient avoir, comme dans le monde des bases de données relationnelles, on avait les propriétés acides, ils ont dit pour le monde NoSQL, on va avoir comme propriétés, des propriétés bases, ça faisait acide-base, rappel de cours de chimie de 3e. Et donc base, pourquoi ? Parce qu'elles étaient par construction disponibles, basically available. Elles étaient dans un état soft, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de la cohérence parfaite, et puis elles sont éventuellement consistency, c'est-à-dire qu'elles passent leur temps à chercher à tendre vers la cohérence globale du système.